monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente, Chloé Poitras-Raymond, je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Et comme à chaque semaine, on a une très belle équipe de chroniqueurs et de chroniqueuses aujourd'hui en studio. Donc d'abord, Rosalie Racine, qui aujourd'hui va nous parler de l'insurrection de Budapest de 1956. Bonjour Rosalie. Bonjour Chloé. Ensuite, on a Clément Broche qui va nous faire l'honneur d'une première chronique sur les relations entre l'Algérie et les Black Panthers. Bonjour Clément. Bonjour Chloé, bonjour Rosalie. Et également Sarah Laflamme Tremblay qui va nous offrir une deuxième chronique sur la glorification de la figure d'Hercule dans la monarchie française en présentant le modèle Hercule gaulois. Bonjour Sarah. Et enfin, on l'oublie pas, le très fidèle Julien Lehoux à la régie. Bonjour tout le monde. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec une première chronique de Rosalie Racine. Tu nous parles d'un événement qui a eu lieu il y a exactement 63 ans, un 23 octobre. Donc, la parole est à toi. Oui, c'est 64 ans en fait. 64 ans, bon. J'avais fait une erreur moi-même la première fois. Donc oui, le 4 novembre 1956, à 3 heures du matin, l'armée soviétique entre à Budapest en longeant les deux rives du Danube qui divisent la ville en deux. Malgré qu'aucun coup de feu n'ait été tiré, la ville est vraiment coupée en deux parce que tous les ponts sont contrôlés par les forces soviétiques. À 4h25, c'est à ce moment-là qu'on va entendre les premiers coups de feu et ils vont bientôt résonner à travers toute la ville. Le 10 novembre 1956, les forces de résistance hongroises vont demander un cessez-le-feu qui va signaler la fin des combats. Depuis le 23 novembre, donc, la Hongrie est en révolte ouverte contre le gouvernement communiste et l'oppression soviétique, et ce qui était là depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, donc, comme tu as dit, Chloé, ce que je vous propose, c'est vraiment de retracer l'évolution de l'insurrection de Budapest, le contexte dans lequel ça s'est développé, l'insurrection en tant que telle, et puis les conséquences là, de cet événement-là. Parfait. D'abord, dans quel contexte est-ce que cette insurrection-là s'est développée? Premièrement, c'est important de savoir que la Hongrie a joué un rôle important pendant la Deuxième Guerre mondiale en tant qu'allié de l'Allemagne. On l'oublie pas mal. Oui, la Hongrie, on y pense pas souvent, mais ça a été une alliée assez fidèle de l'Allemagne nazie. Mauvais bord. Pardon? Mauvais bord. Oui, c'était pas le côté gagnant, mais c'est le côté qu'elle a choisi. Elle a participé notamment à l'invasion de la Yougoslavie et de l'Union soviétique. Cependant, à partir de l'été 1944, les armées soviétiques et roumaines vont envahir la Hongrie et le dirigeant du pays de l'époque va ouvrir des négociations d'armistice avec les Alliés, donc pour vraiment mettre fin au conflit. L'Allemagne, en réponse à ça, va décider d'envahir la Hongrie et de mettre en place un régime pour la continuation de la guerre. En 1945, les forces allemandes et hongroises vont être battues et le pays va être occupé par l'armée soviétique, secondée par la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a vraiment juste les forces soviétiques, par contre, qui vont rester en Hongrie. Même si le pays se trouvait dans la sphère d'influence soviétique, les élections de 1945 sont tenues avec une idée de démocratie, donc il y a plusieurs partis qui vont se présenter, oui. Et ça va résulter en fait en un gouvernement de coalition. Le Parti communiste, à ce moment-là, va avoir eu seulement que 17% des votes, ce qui est vraiment très... OK, qui ne devrait pas être au pouvoir, en fait. Non, exactement. Il va toutefois être mis en charge du ministère de l'Intérieur qui contrôlait l'autorité de protection de l'État, l'AVH, ou la police secrète, en fait, là, du donc gouvernement. 17% contrôle la police secrète. Exactement. On va voir que c'était peut-être pas un bon choix. Donc, la police secrète va utiliser l'intimidation, les fausses accusations et l'emprisonnement pour éliminer toute opposition politique. La période de multipartisme va vraiment être rapidement mise à terme et le Parti communiste va fusionner avec le Parti social-démocrate pour devenir le Parti des travailleurs hongrois. Aux élections de 1949, c'est le seul parti qui va se présenter. Donc, ils sont élus. Donc, ils sont automatiquement élus, effectivement. Voilà. La République populaire de Hongrie est proclamée la même année et en 1949 aussi, la Hongrie va signer un traité d'assistance mutuelle avec l'URSS qui va permettre à l'URSS en fait de garder une présence militaire sur le territoire hongrois et par le fait même de contrôler la politique du pays. Le Parti communiste va rapidement entreprendre une transition entre l'économie capitaliste et une économie planifiée par l'entremise de nationalisation massive sur le modèle soviétique qui s'était vu là, plusieurs fois avant dans plusieurs autres pays.
Ça va avoir des conséquences directes sur la population avec des stagnations économiques et une baisse dans la qualité de vie des gens. La transformation de la Hongrie en un État communiste a été faite sous la direction du premier ministre autoritaire, Matyas Rákosi. J'imagine que c'est comme ça que ça se prononce en hongrois aussi. On le sait vraiment pas. Vous m'excuserez. Sous son autorité, en fait, la police secrète va faire une série de purges qui vont toucher plus de 7000 personnes qui ont dû avouer dans des procès spectacles être des agents occidentaux. Donc des purges envers des gens qui ont des positions politiques qui fonctionnent pas. Oui, exactement. Dans les fonctionnaires et puis l'appareil d'État. Entre 1950 et 1952, la police secrète va obliger des milliers de personnes à se déplacer pour mettre leur logement à la disposition des membres du parti. En un an, ce sont 26 000 personnes qui vont être déplacées de force en dehors de Budapest et qui vont être obligées d'aller travailler dans des conditions horribles sur les fermes collectives, en fait, qui étaient mises en place par le gouvernement communiste. L'économie hongroise va également faire face à plusieurs défis. D'abord, la Hongrie avait accepté de payer des réparations de guerre à l'URSS, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Parce qu'elles avaient envahi. Parce qu'elles les avaient envahies. Réparation d'une valeur de plus de 300 millions de dollars. Donc, c'est pas rien à l'époque. Oh, quand même. En plus de prendre en charge toutes les dépenses qui venaient avec le maintien de l'armée soviétique sur son territoire. Ah, ça, c'est bizarre. Hein? Oui, ça fait un gros montant, une grosse somme au final. Et ce qui va rendre ça encore plus difficile pour la population hongroise, c'est la crise économique en 1946. En fait, la monnaie hongroise va vraiment souffrir d'une baisse violente de valeur, ce qui va entraîner les plus hauts taux d'hyperinflation de l'histoire de la Hongrie. Il y a aussi le fait que le pays ne pouvait pas profiter des plans de remise en forme économique qui étaient mis en place par les Alliés, parce que la Hongrie était membre du Conseil d'assistance économique mutuelle qui restreignait l'entraide, en fait, entre les pays communistes seulement. Donc, seulement à l'Est. Donc, seulement à l'Ouest, là, ça fonctionne pas. Non, c'est ça. Finalement, Rákosi et son gouvernement vont complètement politiser le système d'éducation. Les élèves étaient obligés d'apprendre le russe et de prendre des cours de politique communiste. Les écoles religieuses ont, elles aussi, été nationalisées et les chefs religieux ont été remplacés par des partisans du gouvernement communiste. La mort de Staline en 1953 va entraîner une modération du Parti communiste hongrois avec l'arrivée de Imre Nagy comme premier ministre. Il va être discrédité par Rákosi, qui reste en fait le secrétaire général du parti, en 1955 et va quitter son poste. En 1955, l'URSS met aussi en place le pacte de Varsovie qui lie la Hongrie officiellement à l'URSS et aux autres pays d'Europe voisins, donc aux autres pays communistes. Donc un pacte de plus. Là, exactement, on en rajoute là, une autre couche. Le pacte va mettre de l'avant l'indépendance des États et la non-interférence dans leurs affaires internes. Donc ça les lie, mais là tout le monde a quand même son indépendance, mais on reste quand même ensemble. Ça fait des liens un peu compliqués. En juin 1956, les ouvriers de Poznan, une ville en Pologne, vont se soulever, mais vont rapidement être écrasés par le gouvernement communiste. Pour répondre à la demande populaire polonaise, les Soviétiques vont mettre en place un réformateur comme premier secrétaire du Parti ouvrier en Pologne et vont accepter, après plusieurs jours de négociations, les demandes réformatrices qu'il va émettre. Donc, ils vont quand même accéder à certaines demandes des Polonais. Des Polonais, exactement. Les nouvelles de ces concessions-là vont allumer une espèce de lueur d'espoir là, chez les Hongrois qui espèrent à des concessions semblables, en fait, parce qu'on est quand même mécontents en Hongrie là, en 1956. On voit son voisin, on veut la même chose. Exactement. Et c'est ce sentiment d'espoir-là, en fait, qui va beaucoup contribuer à la tension du climat politique qui était vraiment palpable en Hongrie à la mi-octobre 1956. Le remplacement du secrétaire général autoritaire Rákosi en juillet 1956 va encourager les étudiants, les journalistes et les écrivains à être plus actifs et plus critiques par rapport à la politique nationale. Ils vont mettre en place des forums intellectuels où ils vont discuter des problèmes que devait confronter la Hongrie notamment. Le 16 octobre 1956, les étudiants universitaires de Szeged, qui est une petite ville en fait à la frontière de la Serbie, vont rétablir l'association étudiante démocratique qui avait été interdite par Rákosi. Ça va être repris par plusieurs autres associations étudiantes à travers la Hongrie. Donc ça part et puis ça va se rendre là, à Budapest éventuellement. Le 22 octobre, les étudiants de l'Université polytechnique et économique de Budapest vont émettre une liste de 16 points sur des demandes de réforme politique. Quand même, hein? Oui, c'est quand même clair. On a un programme clair, on a des demandes là, précises.
En apprenant que les écrivains vont se préparer à exprimer leur solidarité face aux ouvriers polonais en allant honorer un général de la Révolution hongroise de 1848, les étudiants vont décider d'organiser une manifestation parallèle en soutien. Cette manifestation-là va avoir lieu le 23 octobre 1956. Donc, aujourd'hui, il y a 64 ans maintenant. Donc, en après-midi, ce sont près de 20 000 protestateurs qui vont se rassembler près de la statue du général Bem, qui est un héros national à la fois pour la Hongrie et pour la Pologne. Et ça va se passer à Budapest. À Budapest, exactement. Après la lecture de manifeste, la foule va commencer à chanter une espèce de poème patriotique qui était interdit, dont le refrain dit « Nous jurons que nous ne serons plus esclaves longtemps ». Oh, donc, même. Ça en dit quand même beaucoup sur la vision là, que les Hongrois avaient peut-être là, du gouvernement communiste. Est-ce que tu es capable de traduire ce poème-là en hongrois? Non. Internet le fait pour moi. D'accord. Juste pour... Je me demandais. Non, je maîtrise pas le hongrois encore, là. Probablement jamais. D'accord. Donc, les manifestants vont ensuite se diriger vers le Parlement hongrois en traversant le fleuve. Puis, en début de soirée, le nombre de protestateurs va atteindre le 200 000 personnes. Oh, quand même. Donc, ça augmente là, rapidement, mais tout se déroule... C'est plus juste des étudiants, j'imagine. Non, c'est vraiment la population de Budapest, la population hongroise qui se joint aux étudiants, mais tout se déroule pacifiquement quand même. Vers 20h, donc le premier secrétaire du Parti communiste va diffuser un discours qui mentionne que les demandes des protestataires sont rejetées en bloc. Et à 21h, les premiers tirs sont entendus parmi la foule, en fait, entre la police et les manifestants. Et il y a un jeune homme qui va décéder de ça. Un des manifestants. Un manifestant, oui. Frustrés, en fait, par la ligne dure du secrétaire, il y a certains manifestants qui vont choisir de concrétiser eux-mêmes une de leurs demandes, c'est-à-dire le retrait d'une statue de Staline qui était au centre-ville de Budapest. Une fois la statue renversée, les Hongrois vont hisser le drapeau du pays dans les bottes de Staline, qui était tout ce qui restait de la statue, parce qu'en fait, ils ont coupé la statue en dessous des genoux. OK, donc, puis ont lancé le reste dans le fleuve? Je vais prendre pour acquis que oui, parce que c'était pas très loin. Donc, il reste juste les bottes et puis on met le drapeau de la Hongrie, un symbole quand même indépendantiste, dans ces bottes-là. Au même moment, il y a une large foule qui va se diriger vers le bâtiment de Radio Budapest, qui était quand même lourdement gardé par la police secrète. Ils vont se diriger là, en fait, pour diffuser leurs demandes. Ce qui arrivera jamais, il y a quand même une escalade, en fait, d'événements. La police va ouvrir le feu sur la foule, ce qui va causer plusieurs morts. Les soldats hongrois qui avaient été envoyés en renfort à la police secrète vont choisir de se rattacher, en fait, aux manifestants. Donc, on va laisser de côté les forces communistes. Et les manifestants vont répondre de façon assez violente là, aux agissements de la police. Donc, on va incendier des voitures, il y a des armes d'assaut qui vont être distribuées à la foule, vandalisme des symboles du régime communiste, etc. Là, on peut s'imaginer un peu là, ce qui se passe. C'est pas une question piège, mais les armes à feu qui ont été passées par les manifestants, ils viennent d'où, sais-tu? Mon hypothèse, ça serait des forces hongroises, en fait, qui étaient supposées appuyer la police, qui se sont, en fait, rattachées aux manifestants. À mon avis, c'est de là que ça vient. Oui, c'est vraiment possible. Mais il y aurait accès, en fait. Oui, c'est ça. En fait, l'armée hongroise, nécessairement, avait des armes pour protéger les bâtiments hongrois. Mais en se rattachant du côté des manifestants avaient, à ce moment-là, eux aussi, accès à ces armes-là. Ça serait logique. D'accord. Ouais. Donc, dans la nuit du 23 au 24, le gouvernement hongrois va tomber et Nagy va revenir comme premier ministre. Les échanges entre la population et la police vont continuer jusqu'au 28 octobre, au moment où il y a un cessez-le-feu là, qui va finalement être signé après 5 jours. Donc, presque une semaine, là, c'est quand même... Oui, presque une semaine. Le 30 octobre, la plupart des troupes soviétiques avaient quitté Budapest pour s'installer à l'extérieur de la ville. Et le 1er novembre, Nagy va engager la Hongrie dans la voie de la démocratie et du multipartisme en intégrant des ministres non communistes dans son gouvernement. Donc tout ça là, se déroule assez rapidement. C'est une espèce de déboulement d'événements. Il y a quand même quelques demandes, peut-être qui ont pu être un peu partiellement acceptées au final. Donc ça... Oui, ça va arriver en fait après. À plus tard. Plus tard, en fait, mi-novembre, là, une fois que les derniers... Ça n'arrive pas comme 15 ans plus tard. Donc, non, ça va être fait assez rapidement. Donc, en fait, l'URSS va lancer l'opération Cyclone le 3 novembre 1956. Il y a plusieurs divisions soviétiques qui vont être amenées en renfort en Hongrie aux divisions qui étaient déjà présentes. Et le 3 novembre, en fait, Budapest est complètement encerclée par l'armée soviétique.
Les chars vont entrer à Budapest le 4 novembre au matin et le dernier groupe de résistants va demander un cessez-le-feu le 10 novembre 1956. Donc, c'est encore une fois une semaine de combat à l'intérieur de la ville de Budapest. En fait, ce sont plus de 2500 Hongrois et 720 soldats soviétiques qui avaient été tués pendant l'insurrection de Budapest. Oh, quand même! Après l'écrasement de la révolte, donc il y a eu des arrestations de masse, il y a eu un exode de masse aussi. C'est proche de 200 000 Hongrois qui vont quitter le pays de façon volontaire et peut-être involontaire Qui vont s'en aller dans des pays encore de l'Est. De l'Est aussi, ouais. On est quand même restreint là, en termes de destination possible. Il y a des actes de résistance, il y a des grèves aussi organisées par les conseils ouvriers qui vont continuer à secouer le pays jusqu'au milieu de 1957. Et donc, le Parti communiste va à ce moment-là, même si c'est majoritairement réduit, il n'y a plus d'opposition. On va choisir quand même de mettre en place là, des demandes, en fait, d'accepter certaines demandes d'autodétermination de la part des Hongrois. Aujourd'hui, en fait, le 23 novembre, ça a été accepté après la chute du régime communiste en 89. Oui. C'est fête nationale en Hongrie aujourd'hui. Donc, on salue les Hongrois les Hongrois qui nous écoutent. Bonne fête nationale. Oui, la République de Hongrie a été proclamée le 23 octobre 1989, 33 ans jour pour jour après l'insurrection de Budapest. Wow! Ben, merci beaucoup, Rosalie. Qu'est-ce qui vient d'arriver avec la statue de Staline? Oui, la statue de Staline et en fait toutes les statues du régime communiste de Budapest sont regroupées dans un même parc, le parc des statues, le Memento Park. Donc les bottes de Staline sont encore là, on peut les voir si jamais on peut les visiter. Oui, si vous dirigez vers Budapest une fois qu'on pourra quitter le pays. Je vous le conseille. Oui. Ben, merci beaucoup. Donc pour continuer sur des événements qui ont lieu un 23 octobre, je vous conseille la chronique de Sabrina Gaudreau-Drouin sur l'Assemblée des 6 comtés qui a été diffusée le 1er novembre 2019. On va aller en musique. Julien, qu'est-ce qu'on écoute? Ben, habituellement, j'aime bien faire un peu des liens entre la musique que je mets et les chroniques. Cette semaine, j'ai rien trouvé à ce niveau-là. Donc, je vais mettre Baby, le nouveau single de Laura Lefebvre. When you look at me,
On est de retour à Histoire de passer le temps et on va tout de suite continuer avec une chronique de Clément Broche. Tu nous parles aujourd'hui de l'internationalisation des Black Panthers à travers ses relations avec l'Algérie. C'est en plein ça, Chloé. Donc, si on connaît tous plus ou moins les Black Panthers, en fait, on ne sait pas nécessairement que l'Algérie et sa guerre de libération sont l'une de leurs principales sources d'inspiration. Non, on le sait pas. Et donc, pour débuter simplement, pour que nos auditeurs puissent se situer dans le temps, la guerre d'Algérie, elle s'est déroulée de 1954 à 1962. Le Black Panther Party, lui, va être fondé en 1966. Donc, on a Bobby Seale et U.A.P. Newton, deux jeunes étudiants d'Oakland, en Californie, qui militent pour les droits des Noirs dans les universités américaines. Donc eux, ils sont peu satisfaits des différentes associations dans lesquelles ils s'impliquent et ils vont donc décider de s'organiser par eux-mêmes et de créer en octobre 1966 le Black Panther Party. Ce qui est intéressant, c'est que l'Algérie et sa lutte qui viennent jouer en fait l'élément déclencheur dans la création du parti, puisque c'est 2 semaines après que Seale ait prêté à Newton l'ouvrage Les damnés de la Terre que les deux hommes vont prendre la décision de fonder le parti. Alors tu me diras... Qu'est-ce que c'est les damnés de la Terre? Oui, je connais pas malheureusement. Et quel est le lien avec l'Algérie? Donc on va prendre quelques instants simplement donc, pour présenter l'ouvrage et son auteur Frantz Fanon. Frantz Fanon, c'est un psychiatre martiniquais, donc français, qui va être affecté en 1953 à l'hôpital de Blida en Algérie. Et là, il va être confronté à la réalité coloniale et aux conséquences de l'aliénation sur le peuple algérien. En 1956, il va quitter son poste pour rejoindre les rangs du Front de Libération Nationale, qui est le mouvement qui lutte contre l'occupation française. Oui. Donc Fanon se joint à la guerre du côté des Algériens. En 1960, il se sait atteindre d'une leucémie et donc il sait qu'il est condamné. Il se lance dans la rédaction des damnés de la Terre. Donc de l'ouvrage qu'on parlait. Tout à fait. Et le livre va sortir en novembre 61, donc l'année suivante, quelques jours seulement avant sa mort. Donc il va voir son livre paraître, mais il ne verra pas la fin de la guerre d'Algérie. Dans Les damnés de la Terre, Frantz Fanon nous explique comment un peuple opprimé doit procéder pour se libérer de son oppresseur. Il en appelle à une forme de solidarité de l'ensemble de ces peuples opprimés et à l'émancipation du tiers-monde. Et surtout, un autre aspect essentiel du livre, c'est son cadre théorique, dans lequel Fanon définit la violence comme un instrument nécessaire au processus de libération. Donc c'est un livre qui a inspiré les Black Panthers, mais probablement d'autres mouvements aussi. Ben il va être traduit en 15 langues dans les années qui suivent, ce qui donne un peu une idée de l'impact du livre. Et puis surtout, oui, il est considéré par beaucoup comme la Bible des révolutionnaires. Et puis à ce titre, je vais vous citer quelques Black Panthers, ce qu'ils disent par rapport soit à Frantz Fanon, soit aux damnés de la Terre. Donc on a Stokely Carmichael qui désigne Fanon comme un saint patron. On a Eldridge Cleaver qui, lui, nous parle des damnés de la Terre comme de la Bible noire. Quand même, hein. Et tout à fait. Et puis on a Dan Watts, notre célèbre Panthers, qui lui nous dit que chaque frère sur un toit peut citer Fanon. Comprenez, n'importe quelle personne d'un ghetto noir américain est capable de citer Fanon. Donc c'est vraiment connu. C'est ça nous donne vraiment l'idée de l'impact qu'a le livre au sein des populations afro-américaines. En 1970, je pense que c'est près d'1 million d'exemplaires qui se sont vendus déjà aux États-Unis. Donc ils sont en 65 aux États-Unis, le livre. En 5 ans, on a presque 1 million de copies qui se sont vendues. Et donc chez Seale et Newton, nos fondateurs des Black Panthers, c'est la lecture de Fanon qui va être l'élément déclencheur pour créer le parti. Ils vont d'ailleurs rendre la lecture du livre obligatoire pour toutes les personnes qui veulent intégrer le mouvement des Black Panthers. Ok, quand même. Et donc, en quoi les Panthers vont se retrouver dans cet ouvrage? En fait, c'est simple, c'est que pour eux, les Afro-Américains sont des colonisés de l'intérieur, tout comme l'étaient les Algériens auparavant. Et la violence que les Panthers appellent de leur vœu est donc légitime puisqu'elle est nécessaire à la libération des Noirs américains, comme nous l'expliquait Fanon dans son ouvrage. Par ailleurs, les idées internationalistes de Fanon permettent aux Panthers de s'inscrire dans une perspective plus large. Désormais, ils ne sont plus seuls puisque leur combat est le même que celui mené par de nombreux peuples à travers le monde qui, comme eux, se battent contre l'oppression. Oui, exactement. Donc dans cette dimension internationaliste, on a un personnage clé au sein du parti des Black Panthers qui s'appelle Eldridge Cleaver, puis c'est lui qu'on va suivre plus ou moins jusqu'à la fin de notre chronique maintenant, qui rejoint le mouvement en avril 1967 en tant que ministre de l'Information. Dans le mouvement, tout à fait. Il y avait des postes de ministre. C'est ça. Ils avaient comme une forme de gouvernement. Les Panthers s'étaient organisés dans une forme de gouvernement. Et donc en fait, ce qui va différer de chez Cleaver par rapport à Seale et Newton, c'est que chez Seale et Newton, cette idée de l'internationalisme, elle est présente, mais c'est surtout un élément rhétorique, un élément dialectique, alors que lui, Cleaver, il croit vraiment à ça. La théorie versus la pratique, un peu. C'est exactement ça. Et pour lui, c'est essentiel que les Black Panthers se joignent à la mouvance révolutionnaire internationale.
La première mesure que Cleaver fait quand il arrive, quand il rejoint les rangs du Black Panther, en fait, c'est de mettre en place le Black Panthers Newspaper, qui est le journal qui va être un hebdomadaire du parti, et dans lequel le parti va vraiment communiquer. Et c'est par le biais du journal que les Black Panthers vont pouvoir établir des premiers liens concrets, notamment avec des groupes d'activistes à l'étranger, en Europe de l'Ouest, jusqu'au Japon même. Oh, quand même. Voilà. Ensuite, c'est un événement qui survient l'année suivante, le 4 avril 1968, qui va précipiter le destin international des Black Panthers. C'est la mort de Martin Luther King. En fait, avec l'assassinat de Martin Luther King, on a des ghettos américains qui s'embrasent. Et 2 jours plus tard, on a Eldridge Cleaver qui écrit dans les pages du journal Rempart, donc je cite... La guerre est déclarée. La phase de violence dans la lutte de libération est arrivée et se répandra. À partir de ce coup de feu, de ce sang versé, l'Amérique sera noyée dans le sang, les rues seront jonchées de cadavres, et on se rappellera les révoltantes, terrifiantes et cauchemardesques scènes d'Algérie rapportées lors du terrorisme précédant la chute définitive du régime colonial français. Ok, donc c'est vraiment un lien direct avec l'Algérie. C'est ça, on voit vraiment qui s'y réfère. Et donc en fait, le jour où Cleaver fait paraître cet article, le soir même, il va se retrouver pris dans une fusillade avec la police d'Oakland, au cours de laquelle on a le jeune Little Bobby Hutton, donc un jeune Black Panther âgé de 17 ans qui va être tué, et Cleaver va lui être arrêté. Il est libéré 2 mois plus tard sous caution, et on fixe la date de son procès en novembre. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que quand il rejoint les Black Panthers en avril 67, Cleaver vient de sortir d'une peine de 10 années de prison. Donc il n'y a pas nécessairement un bon... il n'y a pas une bonne idée de ce qui va arriver avec le prochain procès, ça y tente pas. Lui surtout, puis il l'écrira plus tard, c'est que c'était impensable pour lui de retourner en prison. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est que, aidé par des complices, parce qu'il est suivi en permanence par la police et muni de faux papiers, il va finalement parvenir à quitter les États-Unis quelques jours avant l'ouverture de son procès. Et donc là, pendant 6 mois, on perd la trace de Cleaver. Il va falloir attendre mai 1969 pour qu'un journaliste de l'agence Reuters révèle sa présence à Cuba. Et là, les autorités cubaines sont un peu embarrassées par cette révélation. Elles vont lui demander de quitter l'île. Et donc, c'est un diplomate cubain qui doit l'escorter jusqu'en Jordanie. Donc, Cleaver prend son avion et en fait, finalement, il va profiter d'une escale où il se pose à Alger pour décider de rester en Algérie. Alors, pourquoi Cleaver fait le choix de l'Algérie ? On l'a vu un petit peu précédemment, c'est que les Panthers nourrissent vraiment un véritable fantasme par rapport à la lutte algérienne. Et puis, pour Cleaver, l'Algérie, c'est le pays de Fanon et Alger, c'est la capitale internationale des révolutionnaires. Donc, on est désormais en juin 1969 et Eldridge Cleaver, ministre de l'Information des Black Panthers et numéro 3 du parti, est désormais réfugié en Algérie. Donc, on a un lien concret qui est établi entre la lutte appelée de leur vœu et cette connexion algérienne. Le mois suivant, en juillet, en fait, on va jouer d'un concours de circonstances. Donc Cleaver arrive en juin 69 et donc le mois suivant, en juillet, il y a le premier festival international panafricain qui doit se dérouler à Alger et qui doit accueillir tout ce que la culture noire et africaine compte comme plus grand écrivain, peintre, intellectuel, cinéaste, poète ou encore musicien. Donc il est là au bon moment. Il est là au bon moment. Ça va avoir son importance dans la suite de notre histoire en fait, puisqu'il va profiter de cet événement pour pouvoir exposer les thèses des Black Panthers. Et donc c'est une semaine avant l'ouverture du festival qu'Eldridge Cleaver va donner une conférence de presse pour officialiser sa présence en Algérie. Et donc les autorités algériennes, le FLN, donc le Front de Libération Nationale dont on a parlé précédemment, qui est le parti qui a lutté contre les Français et qui depuis 1962 et l'indépendance est au pouvoir. Donc le FLN accorde aux Black Panthers une représentation officielle lors du festival au titre de Mouvement de libération des Noirs américains. Donc en 1969, l'Algérie est l'un des leaders des pays non alignés, et on trouve à Alger une représentation officielle de la plupart des mouvements de libération de l'époque. Donc les Black Panthers peuvent faire des liens créer en fait des relations avec plusieurs autres pays, pas juste l'Algérie. C'est ça, ils vont pouvoir profiter de cette présence-là pour établir des connexions. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Donc les Black Panthers vont répondre à cette invitation du FLN et on a toute une délégation qui va arriver des États-Unis pour rejoindre Eldridge Cleaver. Ils s'installent au centre-ville d'Alger, au sein de l'Afro-American Center, qui est une espèce de centre culturel et qui va devenir l'une des grandes attractions du festival panafricain. Donc, dans l'Afro-American Center, les Panthers vont faire connaître et diffuser leur message à travers des débats, des conférences, des projections de films.
Et donc à ce titre, on a un réalisateur français, William Klein, qui va consacrer un documentaire à Eldridge Cleaver, qui va tourner donc pendant le festival. Et dans ce film, on peut entendre un échange qui me semble très intéressant entre Eldridge Cleaver justement et un groupe de jeunes Algérois qui le questionnent dans la rue. Je vous propose qu'on écoute. Aussi, quels sont les moyens qu'ils emploient pour parvenir à leur but? What are the means you are employing to reach your Guns. La force. le fusil? Le fusil. Uniquement le fusil. He asked if it's the only guns. He asked if it's only And guns. bombs, guns, just like you had to do it here. The way you did it here, with the understanding of the problem, with the ideology for liberation, and with fighting men who would put the ideology into practice. Ils veulent se battre comme vous vous êtes battus ici, avec la même idéologie et pour le même but. Donc voilà, on a bien compris encore une fois ce lien toujours et cette lutte des Afro-Américains qui vient se référer au combat des Algériens. Oui, puis ils parlent les deux langues en plus. Donc ils se parlent en français et en anglais dans le vidéo. Ouais, il y a l'interprète au milieu là. Okay, Il y a quelqu'un qui fait, il y a quelqu'un qui fait l'interprète au milieu. Ouais, le jeune Algérien parle pas anglais et Cleaver ne parle pas français. Donc en fait, on l'aura compris, ce qu'il y a, c'est que grâce au PANAF, le festival panafricain d'Alger, les Panthers vont acquérir une notoriété soudaine et on a tous les représentants des mouvements de libération qui sont présents dans la ville, qui vont vouloir les rencontrer. Et donc à ce titre, les Panthers vont être reçus à l'ambassade de Chine. Eldridge Cleaver va rencontrer Yasser Arafat, puis ça fera l'objet d'articles dans la presse internationale. Il rencontre une délégation du Viet Cong, donc le parti qui combat les Américains au Sud-Vietnam, oui. Mais aussi tous les représentants des mouvements de libération africains, donc des membres, des représentants du Mozambique, de l'Angola, du Zimbabwe, la Namibie ou encore l'Afrique du Sud. Et en fait, tout va très vite à partir de là pour les Panthers. Et le mois suivant, en septembre 1969, on a Cleaver qui s'envole pour Pyongyang, qui est invité à la conférence internationale des jeunes journalistes révolutionnaires. Et donc là, pendant son séjour, il se lie d'amitié avec le leader coréen Kim Il-sung. Donc, okay, ouais. une amitié improbable, mais pas un petit contact. Ouais, c'est ça, mais qui va durer dans le temps. Il y aura d'autres relations entre les deux hommes et ils vont s'apprécier et rester en relation pendant longtemps. En parallèle, on a toujours plus de Panthers qui fuient les États-Unis, victimes de la répression des autorités américaines et qui viennent rejoindre Cleaver en Algérie. Et donc, au printemps 1970, les Panthers obtiennent du FLN le statut officiel de mouvement de libération et sont donc désormais à ce titre financés par les autorités algériennes. En juillet 70, Cleaver s'envole à nouveau pour l'Asie avec 10 autres membres des Black Panthers à la tête de l'US People's Anti-Imperialist Delegation. Et là, donc, ils sont invités à visiter le Nord-Vietnam, la République populaire de Chine et à nouveau la Corée du Nord. De retour à Alger, les Black Panthers inaugurent le 13 septembre 1970 les locaux de la très officielle section internationale du Black Panther Party, surnommée l'ambassade. En fait, c'est parce que depuis 1967, l'Algérie n'a plus de relations diplomatiques avec les États-Unis, en fait, depuis la guerre de 6 jours d'Israël. Et donc, cette section internationale des Panthers vient comme combler ce vide diplomatique-là. Et le 1er novembre 70, le Times publie d'ailleurs un article dans lequel il compare Cleaver à une forme d'ambassadeur informel qui serait présent en Algérie. Le fait qu'ils n'ont pas de relation avec les États-Unis, ça leur permet de financer aussi. Ça leur permet de financer, ça leur permet de pouvoir rester en sécurité en Algérie sans risquer d'être extradés. Donc ça faisait partie aussi des choix de pourquoi l'Algérie. Donc si le succès des Black Panthers à l'international est fulgurant, on va voir, et puis on va essayer de faire rapidement, puisque ma chronique est bientôt terminée, on va voir leur chute qui va être tout aussi rapide en fait, c'est-à-dire qu'après avoir atteint cette forme d'apogée avec le voyage de 3 mois en Asie, on va avoir dès février 71 une rupture au sein du Black Panther Party avec Huey Newton qui critique les positions de Cleaver et en fait qui lui reproche d'être déconnecté des réalités que connaissent les Panthers en Amérique. Et le 26 février, Newton exclut Cleaver et les membres de la section internationale du parti, ce qui a pour conséquence en fait que le mouvement se scinde en deux avec d'un côté les pro-Cleaver et de l'autre les partisans de Newton. Avec cette rupture, Cleaver se retrouve isolé en Algérie et la section internationale qui compte maintenant une 30aine de membres et leurs enfants a du mal à se financer. Le soutien du FLN ne suffit pas à couvrir les frais de l'organisation et la question de l'argent va devenir essentielle pour le maintien des activités du groupe. Oui, évidemment. C'est dans ce contexte qu'apparaît à l'été 1972 un espoir venu du ciel. Alors, quel espoir ? Le 3 juin 1972, on a un avion de la Western Airlines qui se pose à Alger avec à son bord 2 pirates de l'air qui se sont fait remettre $500 000 de rançon par les autorités américaines à leur départ des États-Unis.
Et 2 mois plus tard, donc le 30 juillet, c'est cette fois-ci 5 Panthers accompagnés de leurs enfants qui arrivent à Alger et qui, eux, arrivent avec $1 million qui se sont fait remettre par la Delta Airlines en échange de la libération de 86 otages qu'ils ont déposés à l'aéroport de Miami. Ok, ouais, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent et donc Cleaver, il voit là la solution pour continuer à financer sa section internationale. Le problème, c'est que les Algériens vont se saisir des rançons et les remettre aux Américains. Donc là, on peut se demander pourquoi d'un coup ce revirement de situation et pourquoi les Algériens vont remettre ces rançons aux Américains. C'est tout simplement qu'en 71, les Algériens vont nationaliser les avoirs français dans les secteurs du gaz et du pétrole et ils retrouvent leur souveraineté donc sur ces ressources. Il va leur falloir désormais de nouveaux partenaires financiers et de nouveaux marchés. Donc dans ce contexte, ils entament dès 71 une politique de rapprochement avec les États-Unis. On comprend que l'arrivée des pirates de l'air à l'été 1972, ça met les autorités algériennes dans une situation un peu compliquée. Oui. Et donc on voit là que les réalités géopolitiques et économiques ont finalement rattrapé les idéaux révolutionnaires et internationalistes. Donc si l'affaire aurait pu en rester là, Cleaver va pourtant commettre l'erreur de trop, car le 2 août 1972, il fait parvenir à la presse internationale une lettre ouverte à l'attention du président Boumedienne, et dont voici la teneur avec ce petit extrait. Donc je cite, « Sans argent pour organiser et financer la lutte, il n'y aura pas de liberté, et ceux qui nous privent de ce financement nous privent de notre liberté. C'est une partie de l'Afrique, le peuple afro-américain qui vous demande cette aide, et qu'on ne nous laisse pas dire que l'Algérie a tourné le dos à la lutte du peuple afro-américain. » En fait, pour le président algérien, pour le président Boumedienne, c'est vraiment un affront, cette lettre, et on va avoir le 10 août la police algérienne qui va investir les locaux des Black Panthers, donc l'ambassade, confisquer les armes, couper les lignes téléphoniques, c'est vraiment une rupture nette entre le pouvoir et les Black Panthers. Donc on a la tension qui va retomber quelques jours plus tard, mais malgré tout, les Panthers ne se sentent plus les bienvenus en Algérie. Et dans les semaines et les mois qui suivent, les membres du groupe vont quitter un à un le pays. Et c'est finalement donc dans la nuit du 31 décembre 72 que Cleaver, à son tour, va fuir clandestinement l'Algérie à destination de la France. C'est donc la fin de l'expérience internationale et algérienne des Black Panthers. Enfin, je conclurai juste sur ces mots d'Hélène Moktefi qui, elle, n'était pas une Black Panthers, mais qui a vécu aux côtés des Panthers pendant leurs 3 années et demie en Algérie, et puis qui résume bien l'échec de cette internationalisation. Donc je vous cite Hélène Moktefi. « La lettre à Boumedienne était une gaffe qui illustrait bien le manque de compréhension des Panthers, des réalités tiers-mondistes. Cleaver et ses camarades se trouvaient à des milliers de kilomètres de chez eux dans un pays qu'ils avaient idéalisé de loin. Leur connaissance de l'Algérie était fondée sur des images de la guerre d'indépendance, sur le film de Pontecorvo, La bataille d'Alger, sur les écrits de Frantz Fanon et sur l'islam américanisé de Malcolm X. Ils n'avaient pas d'idée de ce qu'était le colonialisme, les ravages de la guerre ou le sous-développement profond que le régime tentait d'affronter. Certains d'entre eux avaient même voulu organiser une manifestation devant les bureaux du président Boumedienne. Cleaver s'était vu obligé de leur rappeler qu'il se trouvait à Alger, pas à Harlem. » Voilà, tout est dit. Tout est dit, donc elle a bien résumé la relation. Ben, c'est ça. Entre l'idéologie et l'application après sur le terrain, on voit qu'il y a parfois un vide qui est difficile à combler. Exactement. Merci beaucoup, Clément, pour cette très bonne première chronique. J'espère que tu vas revenir. Donc, pour poursuivre sur le thème des solidarités internationales, je vous conseille la chronique de Charles Bénard du 25 octobre 2019 sur la solidarité Chili-Québec. Et en attendant, on va aller en musique avec Julien. Oui, on va écouter Rap Life par l'artiste Raccoon. Rappeur préf fait des sales comptes, je fais des sales vides. 9 à 5, je fais du cash propre, j'ai une sale vie. Je suis chez mon pop, j'ai la page blanche, les idées noircies. And a nigga better act right comme au Marcy. Toute la nuit à veiller tard, je travaille sur mon archi. Je peux pas comprendre comment qu'ils font pour aller club un mardi. Leur opinion, je m'en branle tellement le poignet fait de l'arthrite. Je fais jouer mon rap à ton enterrement, pareil que je fais de l'arthrite. Tu me demandes comment je vais, nigga, comment oses-tu? Tu sais qu'en 2020 y'a des questions qu'on ne pose plus. On a rarement la tête de l'emploi pour lequel on postule. Et tu me demandes un feed pour combien proposes-tu? J'essaie de vivre de ma rap life, parce qu'à part ça il se passe pas grand chose. Je te jure ma vie est plate life, parce qu'à part ça il se passe pas grand chose. Mais je vous aurais à l'usurer autant, je me serais jamais amusé autant, je vais juste écrire et méditer autant, parce qu'à part ça il se passe pas grand chose. J'étais à moins 17 à cause des frais bancaires. J'attends un virement, un seul retard de plus et mon
mon employeur me virement. Ne pense pas que je travaillerai dans ta firme jusqu'au firmament. Artiste, c'est confirmé, je te l'affirme, maman. Check le coming out, check le coming up. J'suis sur mon grind, j'crois que j'ai level up. Check dans l'enveloppe pour mon time. Félicite mes textes, ils adorent ma voix, ils aiment mon timbre. J'réponds plus aux textes, tu parlais avec moi, achète un timbre. Comment oses-tu? Tu sais qu'en 2020 y'a des questions qu'on ne pose plus. On a rarement la tête de l'emploi pour lequel on postule. Et tu me demandes un feed, bro, combien proposes-tu? J'essaie de vivre de ma rap life, parce qu'à part ça il se passe pas grand chose. Je te jure ma vie est plate life, parce qu'à part ça il se passe pas grand chose, yeah. Mais je vous aurais à l'usurer autant, yeah. Je me serais jamais amusé autant, yeah. Je vais juste écrire et méditer autant, parce qu'à part ça il se passe pas grand chose. Lundi matin, mercredi soir, je lis mes courriels, je cours après là. Antoine m'appelle, ça me rappelle, je veux vivre demain, je veux vivre demain. On est toujours en ligne à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. On va terminer l'émission avec une chronique de Sarah Laflamme-Tremblay. Il y a 3 semaines, tu nous parlais de la figure d'Hercule chevaleresque. Mm-hmm. Et cette semaine, tu nous parles de sa réappropriation plutôt gauloise, cette fois-ci. Exact. En fait, donc c'est ça. Comme tu as bien dit, j'ai parlé de l'Hercule dans la glorification monarchique française il y a 3 semaines, avec un exemple venu de 1515. Mais je vais poursuivre avec ce qui s'est passé avec Hercule dans les années 1520, 1530 et 1540. On sait bien que dans l'Antiquité, Hercule est vu comme le courageux héros à la force surhumaine et un symbole de force et d'héroïsme. Jusqu'en 1520, il est vu comme un Hercule chevalier afin d'incarner le roi de France combattant les ennemis du royaume et défendant les droits des dames. Donc, l'esprit chevaleresque là-dedans. Bref, il incarnait justement, c'est ça, le roi chevalier au début du 16e siècle. On voit bien ici le syncrétisme entre la vision chrétienne et française et la culture antique. Mais dès les années 1520, c'est surtout la vision humaniste qui prend le relais. On enlève le caractère chevaleresque pour lui mettre l'habit d'un Hercule gaulois, afin de symboliser l'éloquence du roi de France, conquérant et civilisateur, soit l'orateur par excellence du royaume. Mais peu importe son habit de chevalier ou d'éloquent, il représente tout de même le modèle du prince idéal. Donc, j'imagine que tu vas y venir, mais moi, vite de même, là, éloquence, gaulois, je fais pas l'association tout de suite, là. Non, c'est ça. On a surtout Astérix, Obélix dans oui, c'est exactement ce que je vois, moi. Mais on va revenir, il y a un bon lien là-dessus. Pendant la chronique, vous allez bien voir pourquoi un Gaulois a rapport avec l'éloquence. Donc, en fait, juste avant, l'Hercule gaulois manifeste un aspect important du gouvernement du roi de France parce que c'est la qualité de l'orateur qui est recherchée afin de faire du prince un homme chez qui l'éthique est essentielle dans la responsabilité du royaume. Avant, justement, de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi un Gaulois, c'est quoi le rapport avec l'éloquence? Ben, il faut que je parle de l'humanisme, puisque ce sont les humanistes français qui ont créé cet Hercule gaulois. Donc, l'humanisme est un mouvement culturel, philosophique et artistique qui place l'être humain au centre. C'est aussi un mouvement intellectuel qui s'épanouit dans l'Europe du 16e siècle, dont ses méthodes et sa philosophie sont influencées par les textes antiques. Ce mouvement touche toutes les sphères de la société, comme la politique, la science, l'art, la religion. Même la langue. On sait que le latin est toujours présent et une langue savante, mais on ajoute dorénavant le grec, l'hébreu et le vernaculaire. Soit la langue nationale, soit en France, le français. Est-ce que la Renaissance s'inscrit dans l'humanisme? Oui, l'humanisme, c'est au 16e siècle. La Renaissance, c'est le 16e siècle français. Donc, oui, justement, il y a vraiment un lien. Vous allez voir, tu vas voir, en fait, pourquoi, vous, en fait, tout le monde, pourquoi la Renaissance signifie aussi Renaissance. Donc, en art, on voit aussi l'intellectualisation, l'anoblissement de l'art et des artistes qui cherchent l'essence de la nature et de l'homme. En éducation, les belles lettres, il y a la valorisation intellectuelle, la République des lettres, la fondation des universités, de facultés de chaires et une révolution pédagogique qui valorise les arts libéraux au détriment de la scolastique. La scolastique, c'est la philosophie valorisée à l'époque médiévale. Okay.
Aussi, en valorisant les arts libéraux, l'humanisme dans l'éducation peut valoriser davantage le trivium que le quadrivium. Mais là, c'est quoi ça? Oui, là, on m'a perdu, là. En fait, le quadrivium, c'est l'ensemble des sciences mathématiques connues à cette époque. Il y en a 4, l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Le trivium, qui est plus mis de l'avant, est l'ensemble des 3 arts utiles à la méthode préconisée à la Renaissance pour la pensée critique, soit la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Juste pour vous situer encore plus, la rhétorique est l'art oratoire qu'on peut appeler l'éloquence. Donc, on voit déjà un petit charismatique, là. Voilà, c'est ça. Le charisme qu'il y a par, justement, le parler, le discours. Donc, on voit déjà un lien avec l'importance de l'éloquence à la Renaissance. Avec toutes ces sphères de la société, il y a aussi le rapport à l'Antiquité qui est créé, c'est-à-dire le retour aux sources antiques et non plus médiévales, parce que la civilisation gréco-romaine a été dénaturée pendant le Moyen-Âge. De plus en plus, surtout dès le 15e et 16e siècle, plusieurs critiques sont faites envers les sources médiévales. On redécouvre aussi des écrits qu'on croyait connaître et on découvre de nouveaux auteurs. Donc, il y a une renaissance là-dedans. On redécouvre, en fait. C'est ça, une redécouverte. Donc, on commence à faire l'inventaire de l'Antiquité dite moderne. C'est-à-dire, on fait un travail de collecte. Il y a des collections qui se font, donc ce qui aide à compléter des œuvres, comme Cicéron, en retrouver des auteurs et même à trouver des nouveaux. Les premiers humanistes français comme Jean Tonneau et François Desmoulins voyagent en Italie pendant les guerres d'Italie de Charles VIII, Louis XII et François Ier. Donc à la fin du 15e et au début du 16e siècle. Ces humanistes voient leurs propres yeux les ruines antiques, l'art italien, mais aussi les manuscrits et les connaissances. Ces Français rapportent leur découverte en France. C'est le cas de Geoffroy Torrey, qui revient en 1518 et devient éditeur à Paris. Les presses, particulièrement à Lyon et à Paris, publient les travaux italiens sur l'Antiquité, tandis que des collections se créent et les preuves archéologiques venues des découvertes de ruines gallo-romaines sur le territoire français sont utilisées, où l'héritage antique et même mythologique est mis de l'avant pour élever l'histoire urbaine, nationale et dynastique. Par exemple, les origines troyennes et herculéennes sont populaires. Outre ce travail d'inventaire, il y a un élargissement des connaissances, surtout en sciences, donc par exemple la médecine, et en art. L'Antiquité est revisitée. Les humanistes savent qu'elle n'existe plus, mais veulent lui redonner vie en lui donnant un sens. On voit l'Antiquité païenne une fonction d'exempla, donc d'exemple, de modèle, car elle illustre une réflexion politique, morale et historique, parce que les humanistes veulent, justement, trouver les solutions aux problèmes contemporains en cherchant dans le passé. Alors, on a vraiment une vue très positive, en fait, de l'Antiquité à ce moment-là. Oui, elle est un peu changée, bien sûr, pour qu'elle s'allie à la réalité de la modernité. Par exemple, l'éloquence est associée à Hercule, je vais revenir, justement parce que l'éloquence, maintenant, la rhétorique est très importante. Donc, il y a un peu de changement, mais les figures vont retrouver leur forme antique. Okay. C'est ça. Donc, c'est comme ça que le thème mythologique est utilisé parce que c'est la mode. Ce nouvel Hercule, donc Hercule Gaulois, est créé par les humanistes justement à cette époque, au 16e siècle. Il figure l'éloquence et la puissance morale indispensable au prince, soit des qualités que tout bon souverain doit posséder pour mener son royaume dans la paix et l'harmonie, mais aussi importante dans la diplomatie nationale et internationale. Hercule Gaulois est un symbole de l'éloquence, allié à la force morale qui nourrit la sagesse et le savoir, tel que les humanistes Erasme et Guillaume Budet le voient. Ce dernier, donc Guillaume Budet, ajoute même que cette figure a une importance primordiale dans l'évolution de la culture soutenue par le savoir et la force morale afin de guider le peuple. L'éloquence permet même de prêcher dans son royaume pour inciter à suivre des mœurs et valeurs importantes. Mais elle a aussi l'art de commander aux armées, puisqu'elle permet au prince de communiquer sa vaillance afin de galvaniser le courage de ses troupes. Donc, c'est vraiment quelque chose à ce moment-là, l'éloquence. Oui, c'est vraiment important pour la pensée humaniste, pour l'époque, surtout en France. C'est par toutes ces raisons, justement, que l'éloquence est associée aux qualités et vertus que doit posséder le roi.
Maintenant, Gaulois. Oui, moi, ça, c'est ma question depuis le début. Là. Donc, en fait, avant d'aller là-dessus, il faut quand même que je vous donne un visuel. Donc, l'Hercule gaulois se voit dans les manuscrits, dans les gravures, mais aussi dans les entrées royales. C'est une cérémonie monarchique qui accueille le roi dans une ville. Donc, dans une des entrées royales, celle de Lyon, pour la reine Éléonore d'Autriche en 1533, il est sculpté dans un décor. Avant tout, il faut quand même comprendre que le roi François Ier a vécu une défaite, justement, à Pavie en 1525 contre les troupes impériales. Il est fait prisonnier en Espagne. Ensuite, il est libéré, mais par le traité de Madrid, ce sont ses deux fils, le dauphin François et le duc d'Orléans Henri, qui est futur Henri II, qui doivent prendre sa place en Espagne. En 1530, le traité de Cambrai est signé. Donc, les fils peuvent revenir. Il y a une paix maintenant. Mais pour ce faire, la sœur de l'empereur Charles Quint, Éléonore d'Autriche, devient reine de France. Donc, elle arrive au royaume avec les deux fils. Le royaume est joyeux parce qu'une nouvelle paix s'installe. Donc, cet Hercule est installé sous la forme traditionnelle humaniste, c'est-à-dire elle est en train de tirer de sa bouche un monde, donc plusieurs personnes, à l'aide d'un filet pour ainsi louanger la grande éloquence du roi qui dirige son peuple. Ça, c'est illustré, le fait qu'il est en train de tirer un monde. C'est ça, c'est dans un décor. Exact, oui, c'est particulier. Mais c'est la figure traditionnelle qu'on voit chez l'humaniste. Donc, la figure de ce nouvel Hercule, comme je vous ai expliqué, vient des écrits de l'écrivain Lucien au 2e siècle de notre ère. Dans cette œuvre en grec intitulée Héraclès Ogmios, Ogmios c'est divinité gauloise en fait. Donc, on voit aussi un peu le lien. Il fait le portrait d'un Hercule âgé qu'il aurait vu en Gaule, en train de traîner plusieurs personnes par des chaînes attachées à sa langue et attachées aux oreilles des prisonniers. Et ceux-là, mais sont même heureux, ils ne résistent pas, ils suivent Hercule, parce que c'est l'éloquence. C'est le fun d'être prisonnier. C'est ça, c'est un peu bizarre, mais c'est ça. Donc, ce portrait que fait Lucien permet aux humanistes, à peu près 13 siècles plus tard, de représenter le héros qui conquiert et civilise par ses talents d'orateur, non plus par sa force physique. Donc, cet Hercule devient un dieu de l'éloquence triomphant par sa persuasion et par ses paroles, ses adversaires. Son texte, par contre, le texte de Lucien, n'est pas connu au Moyen-Âge. La ville de Florence a publié une édition en grec en 1496, alors que la première traduction latine est faite par Erasme en 1506. 1514, un Italien, Lilio Gregorio Giraldi, avec mon parfait accent français, parle de ce dieu de la sagesse et de l'éloquence qui serait un sauveur du monde. En 1526, une traduction française éditée par le Parisien Geoffroy Théry est publiée. Afin d'illustrer l'œuvre de Lucien, c'est Godefroy le Batave qui produit une gravure montrant Hercule armé de l'arc et de la massue, qui est un attribut pour représenter le Hercule, qui est en train de tenir captif, voire ici captivé, son auditoire qu'il a enchaîné à sa langue. Donc, sa langue, le pouvoir d'oratoire. Ok, j'aimerais ça avoir une image en ce moment. Oui. Mais en fait, dans ma publication, dans la publicité sur la page Facebook, il y a en fait une image de ça. Je vais aller l'examiner avec attention. Qui vient justement d'une des éditions de Geoffroy Théry. Donc, c'est ça. Pour Geoffroy Théry, l'Hercule gaulois est utilisé à des fins patriotiques, donc politiques, afin de marquer la supériorité du français sur du français, justement. C'est comme ça qu'Hercule gaulois devient le symbole d'éloquence français incarné par le roi de France. Terminé déjà? Oui. J'avais une petite question pour toi. Parce que je sais que dans ta dernière chronique, Iliot avait posé une question semblable par rapport aux autres personnages, mais est-ce que d'autres héros grecs, en fait, qui ont été repris, un peu comme Hercule, je pense à Jason, Ulysse... Pour l'éloquence? Pas nécessairement pour l'éloquence, mais qui ont été repris comme une figure par les monarques, soit français, soit ailleurs. Hercule, c'est la figure la plus populaire, la plus grande qu'on va voir souvent, mais dans une autre entrée de Rouen, en 1517, il y a Persée qui
qui est pas montré, mais qui est parlé, qui est mentionné sur un discours de la déesse de la prudence, déesse de la sagesse, Minerve. Et ce Persée va représenter justement le roi chevalier, mais du côté plus de la prudence, de la sagesse. OK, il va les représenter un peu d'autres qualités. Voilà. Merci beaucoup, Sarah, de nous avoir éclairé sur le sujet. Si vous avez apprécié cette chronique-là, je vais vous renvoyer à ta chronique d'il y a 3 semaines, du 2 octobre passé, sur la figure chevaleresque d'Hercule dans la monarchie française. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Julien à la régie, merci. Merci à vous. Merci à nos chroniqueuses et chroniqueurs, Sarah, Clément, Rosalie. Merci à vous d'avoir été là. On vous rappelle que vous pouvez toujours nous écouter, nous réécouter à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet, à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Bonne fin de semaine à tout le monde et on se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.